Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et pour celles qui n'étaient pas en direct, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir le replay de la première journée. Le sujet de la première journée, c'était quelle est mon identité? Qu'est-ce que je me raconte au sujet du fait d'être une femme? Qu'est-ce que je me raconte au sujet du fait d'être une mère? Et on a vu que pesait sur nous une quantité de conditionnements, une quantité de récits collectifs qui nous faisaient, qui nous inspiraient des croyances et qui nous faisaient adopter certains comportements. Et parmi les croyances qu'on a vues hier, qui nous sont imposées par les mythologies collectives, autrement dit par l'idéologie, on a parlé, sans employer l'expression, on a parlé du mythe de la mère pélican, c'est-à-dire la mère qui se sacrifie. C'est ainsi qu'on a conditionné les femmes depuis des millénaires. Et puis aussi, en suivant le raisonnement, la façon dont Adeline a reconsidéré, a relu son histoire au sein du parcours de la méthode pour lâcher sa charge mentale, qui est un parcours, qui est une formation dans le cadre de laquelle la première chose qu'on fait, c'est pas chronologique, c'est tout est entrelacé, mais enfin, l'une des choses importantes qu'on fait, c'est de relire ses comportements passés pour se rendre compte que, ah oui, punaise, j'ai contribué à la situation dont je me plains. Et donc là, on voyait que Adeline avait refusé à maintes reprises de partager les tâches domestiques avec son conjoint parce qu'elle estimait inconsciemment, toutes ces choses que je vous dis, pour la plupart, elles sont inconscientes. Et c'est parce qu'on travaille dessus au sein de la formation qu'on les conscientise, qu'on se dit « Ah oui, c'était ça ma croyance inconsciente ». Donc la croyance inconsciente, première croyance inconsciente, la maman doit se sacrifier. Pour être une bonne maman, on doit se sacrifier. Deuxième croyance inconsciente, c'est l'idée que la chose domestique, c'est l'affaire de la femme et que la femme est omnisciente. Et donc, inutile pour l'homme d'essayer de s'en mêler parce que d'abord, ce n'est pas son affaire et qu'ensuite, il ne détient pas les savoirs et les compétences et il ne le fera pas bien. Voilà. Et du coup, ça engendre, et on en était venu en suivant Adeline, au constat que, du coup, en refusant de l'aide, elle l'humilie et ça crée des tensions. Parce que quand on veut donner de l'aide, quand on a un élan de bonne volonté et qu'il est rejeté, c'est pas très agréable. Et du coup, ça crée une escalade dans la non-communication. On n'y arrive plus. Et du coup, on se côtoie au quotidien. Et l'amour, on se demande où il est passé. Et c'est comme ça dans énormément de couples, parce que j'ai déjà discuté avec pas mal de femmes dont je vois bien que beaucoup ont peur de leur mari ou ont peur de la discussion. Bref, ce n'est pas confortable du tout en matière de communication. Et donc justement, le sujet du jour, pour parvenir à rétablir du flux entre les gens, pour parvenir à rétablir de la communication, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bonjour Adeline. Donc, je vous rappelle l'intention. L'intention, elle est de vous aider à comprendre comment lâcher votre charge mentale. La charge mentale, si on s'en réfère à la définition canonique, c'est le fait de penser à tout pour tout le monde pour une maman au sein du foyer. Et c'est teinté, ça va de pair avec une quantité d'émotions vraiment pas confortables. De la colère, de l'épuisement, de l'exaspération, de la résignation, un sentiment une position de victimisation. Je suis la victime, je suis la domestique, il se fiche de moi, ça c'est, j'ajoute ça par rapport à hier, il ne me respecte pas, il au pluriel,
Ils ne voient pas l'effort que je fais pour eux, je me sacrifie, etc. Et voilà. Du coup, ça crée beaucoup de discorde. Alors, je vous propose d'écouter les audios, puisque hier, aujourd'hui et les 2 jours qui suivent, on va construire nos masterclass à partir d'audio. Donc, espérons que ça marche. Je vais mettre le son au maximum et on va commencer par écouter Claire. J'ai 2 enfants de 6 ans et 10 ans. Alors l'aîné participait déjà plutôt pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte aussi au travers de cette formation qu'ils avaient des envies voilà, d'autonomie que parfois je pouvais brider. Et du coup, de leur laisser la possibilité de faire comme ils ont envie, ça a été une grande découverte pour eux, enfin, des prises de confiance aussi super importantes. Et puis du coup, voilà, j'ai lâché sur le comment faire, enfin, la perfection, des choses comme ça sur lesquelles j'étais assez à cheval. Et du coup, voilà, ils gèrent leur linge quasiment tout seuls. Là, je suis en train de montrer au petit dernier pour démarrer les machines à laver. Mais voilà, le pliage, le rangement, à la Marie Kondo, ça leur plaît bien. Ils adorent participer, c'est super sympa. Enfin voilà, des choses sur lesquelles j'étais pas forcément prête à lâcher. Et finalement, eux sont partants. Le fait qu'ils rangent leur linge, il n'y a plus le problème pour s'habiller le matin. Enfin, ils arrivent à choisir assez facilement. C'était souvent un peu la comédie le matin parce que voilà, en sortant les affaires, il y avait des choses qui leur plaisaient pas. Et là maintenant, ils gèrent. Donc c'est super agréable. Voilà. Après Claire, on écoutera Hélène, mais je vais déjà vous dire ce que j'ai pointé chez Hélène et puis on fera l'analyse. Donc, chez Claire, pardon. Donc, chez Claire, elle dit, parce que ça a l'air d'être une conversation comme ça, mais je vais pointer vraiment les choses importantes. Et donc, encore une fois, je trouve important de redire que je ne stigmatise pas Claire. Comme Madeleine, comme Magali hier, comme Hélène après, elle me donne l'occasion de pointer des choses que je vous invite à identifier chez vous ou pas. Vous êtes concerné, vous n'êtes pas concerné, mais ce sont des choses récurrentes et c'est pour ça que j'attire votre attention dessus. Donc Claire dit, je me suis rendu compte que mes enfants avaient envie de s'impliquer et que, c'est pas très bien distingué si elle dit je bridais ou je brimais ces envies. C'est pas distinguer les deux, entre les deux. Et elle dit qu'elle leur a permis de faire comme ils voulaient. Donc les pliages, etc. Quoique. En tout cas, elle ne leur a pas donné de consignes, elle n'a pas été normative. Donc elle leur a fait confiance. Elle dit qu'elle a lâché sur les procédures et le perfectionnisme. Je ne sais pas si elle le dit ici, mais à un moment, dans ses confidences, elle dit qu'elle était tellement normative qu'il n'y avait pas moyen, en fait, quand son conjoint et ses enfants le faisaient, c'était pas possible, ça ne marchait jamais, elle n'était jamais satisfaite. Donc elle a laissé tomber là-dessus, et ils sont devenus autonomes. Donc son aîné a 10 ans, le cadet doit avoir 7 ans, et les enfants sont autonomes. Donc ils plient, ils rangent, façon Marie Kondo, et ils s'habillent seuls le matin, ce qui représente un énorme progrès. Et en plus, ils adorent participer, dit Claire. Et donc, elle dit explicitement « je n'étais pas prête à lâcher », ce qui indique qu'il y avait un besoin de contrôle. Alors, je vais vous passer maintenant ce que dit Hélène. C'est tout petit, ça fait 27 secondes. Je parlais d'une discussion en famille. J'ai vraiment été très agréablement surprise des propositions. Ils sont hyper créatifs. Et c'est vrai qu'en achevant la conversation que j'ai eue, je me suis dit, mais quelque part, j'ai eu tort de ne pas l'avoir faite plus tôt. Parce qu'ils percevaient bien les choses et ils ont fait des retours constructifs. Et finalement, on se prive de ça en ne parlant pas aussi. Voilà. Donc un tout petit fragment d'un échange avec Hélène.
Donc là, elle parle d'une discussion qu'elle a eue en famille. Donc elle a mis en place rapidement les discussions en famille, Hélène. Et elle dit donc qu'elle a été très agréablement surprise parce que les enfants font des propositions créatives. Et elle dit, j'ai eu tort de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'en plus, non seulement ils sont créatifs, mais qu'en plus, ils comprennent très bien les enjeux et ils ont fait des retours constructifs. Et elle dit elle-même, donc, en ne parlant pas, on se prive de ça. Et maintenant, je vais analyser pour vous ces deux fragments, donc comme je vous le disais, qui ont peut-être l'air d'être des simples fragments conversationnels et qui pourtant contiennent énormément d'indices de la façon dont on a été conditionné à fonctionner, de ce que ça induit et de ce dont on se prive parce qu'on fonctionne de cette manière-là. Donc hier, on a vu que par conditionnement, les mères sont omniscientes et elles définissent la norme du coup. Et donc ça, c'est gênant parce que, donc là, on le voit bien, Adeline le disait hier, Claire le redit ici, d'être héritière, d'avoir reçu la transmission des savoirs et des savoir-faire, ça leur donne un sentiment d'exclusivité. Ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, puisque comme les enfants sont petits, ils ont besoin d'être éduqués, ils ne naissent pas avec les savoirs et les savoir-faire, et que le conjoint, comme c'est un homme, comme il a été un garçon, en général, les mères n'ont pas transmis les savoir-faire aux garçons. Du coup, le conjoint, il ne sait pas non plus. Donc, il y a une espèce d'exclusivité des savoirs et des savoir-faire chez la femme. Et malheureusement, elle ne se rend pas compte, donc je sais bien que je me répète, mais c'est important de le redire, elle ne se rend pas compte qu'inconsciemment, elle fait de la rétention de ces savoirs-là et que c'est un lieu de pouvoir, elle exerce un pouvoir sur les autres. Mais c'est un pouvoir dont elle ne se rend pas compte que ce pouvoir la piège. Ce pouvoir la rend dingue, en fait. D'être la seule détentrice des savoirs, ça la rend dingue. Donc je dis la femme. Quand je dis la femme, ce n'est pas d'un point de vue essentialiste, ce n'est pas le genre féminin, c'est la femme dans cette famille-là. C'est la maman. Je ne parle pas de toutes les femmes. Je parle des femmes qui appliquent, qui se comportent comme ça. Donc il y a cette histoire d'être la détentrice unique des savoirs et du coup ça induit chez elle un besoin de contrôler, elle est normative et elle veut imposer la norme. Et alors en plus il y a l'idée que, comme je le rappelais tout à l'heure, être une bonne mère c'est se sacrifier, être au service, pendant que, et spécialement les garçons, ça donne à des tâches plus nobles. Claire dit, je me suis rendu compte que mes enfants avaient envie de s'impliquer. Et ça, c'est terrible de se rendre compte à l'âge que ces enfants ont, mais donc c'est pas une critique de Claire, puisque j'ai une étudiante dont les enfants, et elle parlait d'eux en disant des adolescents, j'ai 2 adolescents, disait-elle, mais ces adolescents, ils avaient 20 et 22 ans. 20 et 22 ans, c'est plutôt adulte qu'adolescent. Et le truc, c'est que beaucoup de mères sont enclines à projeter sur leurs enfants des idées préconçues. Et notamment, il y a une idée d'incapacité. Je le fais parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et il y en a une qui m'a parlé et qui m'a dit, oui, ils ont 7 ans. Elle avait des jumeaux, ils ont 7 ans. Je ne leur laisse rien faire, ils ne font rien, ils seraient capables de le faire, mais je me rends compte que je suis dans le prolongement de leur état de bébé. J'ai continué à me comporter comme s'ils étaient incapables, comme quand on est petit bébé. Et donc, en faisant ça, d'abord on se prive soit d'une aide, de l'aide que l'on souhaite en fait, puisque je vous rappelle que l'objectif ici, bien sûr mes objectifs sont beaucoup plus nobles que ça, et quand vous entrez dans le parcours de la formation, vous vous rendez compte que
ce qu'on cherche et ce qu'on va installer, c'est beaucoup plus élégant que de l'aide, que d'amener les autres à nous aider. C'est beaucoup plus beau que ça. Mais donc ici, en contrôlant tout et en gardant pour elles les savoir-faire, mais elles empêchent les enfants d'acquérir des savoirs et des savoir-faire dont ils auront besoin quand ils grandiront. Tout le monde a droit à l'autonomie. Tout le monde a le droit de pouvoir se débrouiller tout seul. Et en faisant comme ça de la rétention, ben, elle ne partage pas les savoir-faire. Elle dit en plus, Claire ici en l'occurrence, je n'étais pas prête à lâcher. Donc elle parle de son besoin de contrôle. J'ai besoin que les choses soient faites comme je l'ai décidé. Et souvent, derrière le besoin de contrôle, il y a une fragilité sur la question de la sécurité. Je suis insécure, donc j'ai besoin de contrôler absolument tout. J'ai besoin que tout aille, que tout se déroule selon mes vues, selon mes habitudes. Voilà. Alors, là, on constate un retournement et en fait, l'entretien avec Claire, ce n'est pas un entretien durant une session de travail, c'est un témoignage de Claire après qu'elle ait eu fini son parcours. Et donc, elle explique ce qu'elle a fait. Et une des choses importantes qu'elle ait faites, c'est elle a décidé, c'est quelque chose qui se décide. Elle a décidé de je lâche le contrôle et je leur fais confiance. Et si vous êtes pédagogue comme moi, ou bien si vous êtes un parent plus averti, vous savez très bien qu'une personne à qui on fait confiance est digne de confiance, devient digne de confiance, augmente sa capacité à être digne de confiance. Il y a comme le fait d'être honoré de la confiance de la personne qui est en face de nous, en l'occurrence notre parent, ça fait qu'on va se mobiliser pour être vraiment à la hauteur de la confiance que l'on place en nous. Donc, elle fait confiance et les enfants y témoignent d'une bonne volonté, d'un désir de coopérer qu'elle n'avait pas vu auparavant puisqu'elle était dans sa tour d'ivoire, quoi. Je sais comment ça marche comme ça et pas autrement, et puis après on verra autre chose. Donc plus on fait confiance, plus ils sont dignes de confiance. Et elle explique qu'elle a montré aux plus petits comment faire une machine, donc comment apprendre à lancer le linge et la lessiveuse. Et puis les enfants ont appris aussi à trier le linge, à plier le linge, et elle dit façon Marie Kondo. Et donc on a ici deux éléments. Elle a transmis en fait, elle a fait de la transmission, alors que habituellement les mères qui contrôlent, elles font de la rétention. Je sais comment ça marche et je le garde pour moi et je maltraite les autres s'ils ne font pas comme j'estime qu'il faut faire. Ici, elle a fait autre chose qui est évidemment quelque chose que moi je transmets dans la formation. Je dis, transmettons nos savoirs et nos savoir-faire. Pourquoi ? Parce que quand ils sont capables de le faire, c'est du temps que je récupère, ce sont des choses qui sont faites, ce sont des choses auxquelles je ne dois plus penser. Vous voyez un petit peu la charge mentale dans le coin là. Donc si je ne dois plus y penser, si c'est fait, bonne nouvelle, je peux penser à autre chose et idéalement je peux m'occuper de moi, je peux m'offrir des choses qui me font plaisir, je peux prendre soin de moi. Ce que quand les relations s'assainissent, quand les relations retrouvent de la vie au sein de la famille, les enfants et le conjoint trouvent normal que la maman en prenne aussi du temps pour elle. Maintenant, ce qu'il risque d'y avoir d'autres, il y a une étape par laquelle on peut passer. Je ne vous y incite pas du tout, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des femmes qui se sentent coupables à l'idée de se consacrer du temps à elles. Il y a du temps libre où on va aller s'affairer dans la cuisine,
il y a toujours des choses à faire, il y a du ménage à faire, il y a du nettoyage à faire. Donc j'espère que ce n'est pas votre cas, mais c'est une possibilité. Si c'était votre cas, vous ne seriez pas la seule. Donc il y a à prendre soin de soi, ça on en parlera demain. Donc ici, elle a transmis aux enfants comment lancer une lessiveuse, comment trier le linge, comment le plier, façon Marie Kondo. Elle a transmis 2 choses. Donc faire le cycle du linge et plier le linge, selon la méthode Marie Kondo qui est du rangement vertical. Et puis maintenant, ils ont appris à s'habiller seuls le matin. Et vous voyez, c'est l'attention qui est récupérée. En fait, la charge mentale, c'est notamment un problème d'attention qui est capturé en permanence. Donc, si eux s'en occupent, elle ne doit plus s'en occuper. Elle récupère de l'attention. Et donc, ils deviennent autonomes. Et elle dit, ils adorent participer. Donc, une manière super importante de faire en sorte que la communication se rétablisse agréablement pour tout le monde, c'est justement de faire confiance et donc de laisser l'autonomie à nos proches, à nos enfants, mais aussi à notre conjoint. Parfois, on doit obtenir un résultat très précis, et donc la procédure, elle doit être très précise. Donc on va expliquer la procédure. Là, il va y avoir apprentissage, mais parfois, on peut emprunter des voies différentes, des voies créatives pour obtenir le résultat. Et dans ce cas-là, on laisse les enfants et le conjoint faire comme ils l'entendent. Mais souvent, les mères se plaignent du fait que le conjoint n'intervient pas. Mais souvent, le conjoint n'intervient pas parce qu'il ne sait pas le faire et qu'on l'a rabroué. Et comment voulez-vous que et les enfants et le conjoint fassent correctement quelque chose qu'ils n'ont pas appris à faire? Donc ce sont des raisonnements à tenir aussi, cette histoire-là. Hein. Il faut vraiment réfléchir à ça. Alors Hélène, on prend le petit fragment d'Hélène. Donc elle dit que ils ont l'habitude, ils ont instauré l'habitude chez Hélène d'avoir des discussions familiales, de résoudre des problèmes ensemble, de décider ensemble de faire des choses. Et elle dit qu'elle a été très agréablement surprise par la créativité des enfants, ce qui nous indique, si elle a été surprise, qu'elle n'avait pas l'habitude de solliciter la créativité des enfants. Et elle le regrette. Elle dit « J'ai eu tort de ne pas l'avoir fait plus tôt ». Donc voilà, donc bonne découverte pour Hélène, beau progrès pour la famille, puisque basiquement, je répète ce que je viens de vous dire, hein, basiquement, on a une série de besoins, on a tous des besoins, mais notamment on a un besoin de reconnaissance. Camille, j'ai des difficultés, attends, hein, Camille, afficher plus, voilà. J'ai des difficultés à prendre vraiment soin de moi à 34 ans. Je ne m'autorise pas à prendre soin de moi car j'ai cette sensation de devoir toujours être disponible pour les autres, parfois au détriment de moi-même. Oui, Camille, je comprends bien ce que tu dis. On apprend, ça s'apprend. Et c'est ce dont on va parler demain d'ailleurs, Camille. Donc si tu es là demain, on pourra explorer la chose avec toi. Sinon, tu verras le replay demain. Donc, je disais... Ah, je suis interrompue dans mon raisonnement pour lire Camille et j'ai oublié ce que je disais. C'est rien, ça va revenir. Donc, sous l'influence des conditionnements dont nous faisons tous l'objet, hein, c'est tous, hein, c'est pas spécialement les femmes, hein, nous, les femmes, en l'occurrence, nous considérons comme l'intendante par défaut. Personne ne nous l'a dit. Quand une femme dit « Oh, je me sacrifie pour eux, comme ils sont ingrats », mais en fait, quand des hommes, quand on a le point de vue de l'homme et quand on a le point de vue des enfants, ils disent tous « Mais je ne leur ai rien demandé, moi ». Et en général, les femmes disent « Mais c'est vrai, ils ne m'ont rien demandé ».
Donc c'est bien la preuve que c'est installé, que on nous a programmés, on s'est laissé programmer. Et moi j'aime bien qu'on prenne ses responsabilités, mais en l'occurrence, je dirais bien, on nous a programmés. Parce que tout ça se déroule à notre insu. Je ne vais pas faire ce développement-là ici parce que ça prendrait du temps et que vous n'êtes pas là pour m'écouter philosopher ou faire de la sociologie. Mais on est manipulé, on est conditionné. Et je pense que je l'ai déjà dit hier, notamment on est conditionné pour avoir des comportements, avoir des raisonnements, avoir des croyances qui sont au service du système, mais qui ne sont pas à notre service et qui ne sont certainement pas au service de l'amour et au service de la paix et du bonheur dans les familles. Certainement pas. Et donc, on a chargé ce programme qui fait que, spontanément, comme Adeline hier, on se croit l'intendante par défaut. Quand on est tendu, quand on est stressé, quand on est en colère, on a tendance à considérer les choses du foyer, la chose domestique, comme c'est ennuyeux, c'est barbant, c'est une corvée, on emploie le mot corvée. Alors que, je ne sais pas si on l'a entendu, ah ben non, on n'a pas entendu l'audio de Magali hier, mais Magali disait que maintenant qu'elle est détendue, qu'elle est délivrée de la charge mentale, quand elle fait le ménage, elle le fait par choix et que ça la détend. Et je me rappelle vous avoir raconté que moi-même, hier, j'étais allée faire un peu de ménage pour me changer, pour changer d'activité et pour me détendre. Donc, les activités, quoi qu'on fasse en fait, dans la vie, les choses nous procureront des émotions liées à ce qu'on se raconte, et sur les gens, et sur les activités, sur absolument tout. C'est ce qu'on se raconte qui fait la différence. Et donc vous voyez, quand on change d'attitude, quand on change de disposition envers nos enfants, envers notre conjoint, comme dans les deux exemples ici, comme dans les exemples de Magali et d'Adeline hier, on se raconte autre chose à propos de soi-même. Moi, la maman, je ne suis pas la domestique. Je n'ai pas cette vocation-là. Et donc, à partir de maintenant, je vais arrêter de tout faire pour tout le monde parce que je présuppose qu'ils sont totalement incapables. Évidemment, on passe par des étapes, notamment l'étape de la transmission qui vient d'être évoquée ici. On transmet les savoirs et les savoir-faire, évidemment. On ne va pas se mettre à ne plus rien faire alors qu'on a autour de nous des gens à qui on n'a jamais rien transmis. Ils vont paniquer. Donc, c'est là que c'est important de ramener, dans certains contextes on dit de la bienveillance, c'est un mot ambivalent, moi je trouve la bienveillance, parce que la bienveillance, on doit d'abord en avoir envers soi. Donc on va en tout cas calmer le jeu, on va sortir de la colère, et on va pouvoir sortir de la colère parce qu'on prend soin de soi. On va arrêter avec ces obligations qu'on croit toujours, qui pèsent sur nous. On n'est pas obligé. Les choses qu'on fait par obligation, on peut les faire, mais on va les faire par choix. Et puis alors, ce qui va venir dans l'intervalle, entre je le fais par obligation et je le fais par choix, dans l'intervalle, il va y avoir la restauration des liens. On va de la restauration vraiment, pas au sens de rétablir uniquement, c'est aussi au sens de réparer. Réparer pourquoi? Mais parce que notamment, nous vivons dans un système sociétal, un système patriarcal, dont l'essence, c'est la hiérarchie. Il y a celui qui domine, il y a celui qui est soumis. Et donc, on ne peut pas s'empêcher, bien qu'on les aime de tout notre amour, on ne peut pas s'empêcher de
le décliner concrètement d'une façon très maladroite, cet amour. Donc je lis ce que Camille écrit. En pensant que l'autre est incapable, l'autre se conforme à cette image et ne fait plus rien. Exact. La fonction parentale est sacralisée. Là, je ne vois pas ce que tu veux dire, Camille. Si tu veux expliciter, je lirai ce que tu auras écrit. Oui, donc effectivement, et ça, je l'ai vérifié quand j'étais enseignante. Moi, je n'ai pas, j'ai vraiment évité de, j'étais assez neutre émotionnellement, mais quand je voulais stimuler un élève, je le valorisais énormément. Et ça upgrade littéralement les gens. Et donc, inutile de dire qu'au sein de la famille, où les liens affectifs sont super importants, évidemment que ça va, de la résilience va s'installer. Quand vous avez toujours eu avec eux des rapports hiérarchiques, c'est moi qui sais tout, c'est toi qui ne sais rien. Je te dis ce que tu dois faire. Autrement dit, on ne les a jamais vraiment traités comme des personnes. Moi, je constate que dans beaucoup de familles, sans s'en rendre compte, on a été fort enclin à traiter nos enfants et notre conjoint comme des objets, en fait. À ne jamais les consulter, à ne pas prendre en compte leurs avis ou leurs goûts. Ah oui, sacraliser au sens où les parents sont des dieux. Oui, c'est une vision, ça. Mais ce n'est pas une préconisation, hein. Ce n'est pas souhaitable, ça. Idéalement, pour qu'une famille fonctionne bien, au contraire, l'idéal serait, tout en gardant à l'idée, bien entendu, que nos enfants sont en apprentissage, qu'ils ont besoin de nous, qu'ils sont sous notre tutelle. Mais être sous la tutelle, c'est être sous la protection, ce n'est pas être sous la domination. Et l'éducation, elle est là pour supporter les enfants, pour les encourager et pour soutenir leur développement. Pas pour les brimer, pas pour les mener à la baguette. Donc, voilà, c'est pas très agréable. Mais moi, j'ai constaté que moi, j'ai été mère dans les années 80 et j'ai toujours parlé français à mes enfants. Je n'ai jamais parlé un langage gaga. Je leur ai toujours parlé comme à des adultes, et des adultes à l'époque me l'ont fait remarquer. Et mes enfants ont toujours eu un comportement toujours, en général, hein, parce qu'ils ont fait des conneries aussi. Hein. Ils m'ont aussi menti, ils m'ont aussi manipulé. Voilà, hein. C'était des enfants quand même. Hein. Mais ils ont été très matures très vite, responsables très vite, mes enfants. Donc quand, c'est vraiment ce que dit Camille, hein, quand on projette sur quelqu'un une image qui leur indique qu'on leur prête une dignité, qu'on leur prête une valeur élevée, ils sont à la hauteur de ce qu'on projette sur eux. Livre Vos parents ne sont plus vos parents de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Merci Camille. Donc voilà. Donc c'est important pour pouvoir, je reste sur notre projet prosaïque d'obtenir de l'aide, hein, pour qu'ils s'engagent, pour les motiver. Ils ont besoin qu'on les reconnaisse comme des personnes. Tout le monde a besoin d'être reconnu comme une personne. Tout le monde a besoin que sa dignité soit reconnue. Tout le monde. Donc les enfants aussi. Donc j'aurai plein de choses à vous dire sur le sujet de nouveau, mais ce n'est pas le lieu, c'est pas ça que vous attendez de ma part. Vous viendrez m'écouter par ailleurs. Vous lirez mon bouquin, vous lirez mon prochain bouquin, où je dis des choses importantes qui font faire beaucoup de prise de conscience. Mais donc, nos enfants, tout en gardant à l'idée qu'ils sont sous notre tutelle et qu'ils ont besoin qu'on les protège, en même temps, ils ont besoin qu'on les aide à s'émanciper. Et on les aide à s'émanciper, notamment en les reconnaissant comme des personnes capables d'initiatives importantes, d'initiatives de valeur.
Donc, que faire pour susciter leur implication? Justement, dès tout petits, les inclure dans les activités domestiques. Les petits-enfants, ils adorent être associés aux adultes dans la vie familiale en général. Ils n'aiment pas, ils ne se sentent pas en sécurité s'ils ne sont pas inclus. Donc, autant que possible, les inclure dans ce qu'on fait. Alors, on va passer d'un mode d'interaction verticale. Je domine, tu fais ce que je te dis de faire. C'est moi qui ai répertorié toutes les tâches à faire dans la maison, je les distribue, et après ça, vous vous étonnez qu'ils ne soient pas motivés, qu'ils ne le fassent pas. Ben, ça, c'est un mode de gouvernance verticale. Hein. Donc, je répertorie ce qu'il y a à faire, je décide, et on assigne des tâches. On ne peut pas, c'est pourquoi ça ne marche pas cette manière de faire, c'est parce qu'on ne peut pas compter sur l'engagement d'une personne qui n'a pas pris part à l'élaboration du projet, qui n'a pas de motivation par rapport à ça, et pour qui derrière, il n'y a pas d'objectif, plutôt il n'y a pas de finalité. Ça ne suffit pas que la maison soit propre, ce n'est pas une finalité en soi, que pour un enfant, pour un conjoint, ni même pour vous. Hein. Que la maison soit propre et rangée, ça n'est pas une fin en soi. Il doit y avoir quelque chose derrière. Pourquoi c'est important que la maison soit rangée? Rapidement, on va dire. Réfléchissez à ce qu'il doit y avoir derrière pour que ce soit motivant et qu'ils aient envie de le faire avec vous spontanément et joyeusement. Ça, c'est devenu mes mots fétiches. Depuis que, je ne sais pas si je l'ai évoqué hier, mais c'est vraiment l'une de mes expressions fétiches. Quand j'avais posé la question de la baguette magique, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce qui se passerait? Et la personne avait répondu, mon conjoint et mes enfants assureraient leur part spontanément et joyeusement. Et c'est ce qui se déroule dans les familles, ou dans les familles qui font le parcours de la méthode pour lâcher sa charge mentale. Et les conjoints et les enfants viennent et participent spontanément et de bon cœur. Donc, passer d'un mode d'interaction vertical, je te domine, je décide, je te dis que faire. Et pourquoi est-ce que je suis surprise que tu ne le fasses pas, que tu n'aies pas envie de le faire, que tu le fasses mal, que tu le fasses avec des pieds de plomb, que tu le fasses une semaine après? Pourquoi? Mettez-vous en fait à la place de la personne. Vous-même, quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, vous avez reçu des ordres dont vous ne compreniez pas le sens. On vous a donné des consignes et vous avez obéi parce que vous êtes docile. Mais le bonheur là-dedans, où est-ce qu'il est? Donc pensez à ces situations que vous avez vécues vous-même quand vous étiez enfant pour vous rappeler que ah ouais, mais c'est vraiment pas ce genre de truc que je vais infliger à mes enfants. Mais non, c'est pas motivant, Camille, évidemment. Et donc, la manière de donner envie à vos enfants et votre conjoint, c'est une des manières, hein, de s'impliquer, ça va être de les impliquer dans les décisions. Donc, ça va reposer ça sur un mode de gouvernance horizontal. Nous nous valons tous, les amis. D'ailleurs, nous nous aimons. Ça, c'est le truc du départ. Hein. Nous nous aimons. Et quand on s'aime, il n'y a pas de hiérarchie quand même. On se vaut tous. Et tu es peut-être plus jeune que moi, tu as moins d'expérience que moi, mais il y a des questions qu'on va résoudre d'une façon bien plus intéressante parce que tu es innocent, parce que tu ne sais pas tout ce que je sais, parce que ton imagination n'est pas formatée comme la mienne. Et c'est ce qu'Hélène disait. Les enfants, ils amènent des solutions créatives parce qu'ils n'ont pas tout ce fatras de conditionnement que nous avons, ce fatras d'évidence que nous avons. Ils amènent de la fraîcheur dans les solutions. Et pas que dans les solutions, ils amènent de la fraîcheur dans leur manière de faire. Mais si on les soutient, si on les encourage, s'ils se sentent aimés, quand on se sent aimé, on est plus motivé à contribuer, dit Camille.
Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que vraiment, en passant d'un mode d'interaction vertical à un mode d'interaction horizontal, ils vont se sentir autorisés à exprimer leur créativité sans avoir peur qu'on pense du mal d'eux ou qu'on se moque d'eux. Ils vont sentir qu'ils ont de l'importance et de la valeur à nos yeux, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on passe son temps à leur donner des ordres, à s'énerver sur eux. Et donc, ça c'est valable aussi pour le conjoint en fait. Parce que le conjoint, il a beau être un adulte, dans une certaine mesure, comme leurs mères ne les ont pas initiés à la chose domestique, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Mais donc quand ils viennent vers nous avec une demande, avec une proposition, cessons de les envoyer dans les roses. De la même manière, nous, il y a plein de choses que nous ne savons pas faire. Donc, entrons dans un processus de co-apprentissage. Co-éduquons-nous. De la même manière que les enfants ont des choses à nous apprendre. Donc, c'est un gros changement de manière de se positionner. De je sais tout et je le garde pour moi à on sait tous quelque chose. Et on va mettre nos compétences, nos bonnes volontés, notre créativité, notre amour au service les uns des autres. Vous voyez le changement de point de vue. Vous voyez, peut-être que moi, rien qu'à le dire, oh, ça me fait du bien. Rien que de le dire. Donc peut-être que vous le sentez comme ça aussi. Combien ça fait du bien rien que de le dire. Alors qu'est-ce que ça va donner quand on le fera ? Et donc tout cela demande de notre part, à nous la maman, à nous la femme, ça nous demande un état d'esprit très différent de celui que nous avions en commençant avec notre question. Je suis énervée, je suis en colère, je leur en veux, je me sens humiliée. Nous, on a un travail à faire sur nous, mais comme disait Camille, c'est un travail de réconciliation avec nous. Nous, on va arrêter de se maltraiter. Et ça, c'est l'objet de la masterclass de demain. C'est de ça qu'on va parler demain. De comment faire pour prendre soin de nous, pour être capable de nous mettre sur la fréquence de l'amour, pour traduire ce que nous sentons quand nous sommes de bonne humeur, quand nous pensons à ce qui nous fait plaisir dans leur comportement ou dans certaines interactions que nous avons eues avec eux. Quand nous sommes sur la fréquence de l'amour, alors on peut vraiment donner de l'amour avec des mots, avec des comportements et avec du non-verbal. Parce que si vous croyez que, comme Adeline disait, oh, je ne dis rien, quoi, j'ai peur qu'une engueulade ne commence. Si vous croyez que ce que vous pensez n'est pas écrit sur votre visage, vous vous trompez. Donc demain, on va voir comment prendre soin de vous pour offrir à vos enfants et à votre conjoint l'amour dont ils ont besoin pour se sentir reconnus et avoir envie de s'impliquer dans votre projet familial, dans ce projet commun qu'est votre famille. Donc je vous invite à mettre vos commentaires et vos questions sous cette vidéo, sous la vidéo sur YouTube, quand vous irez la voir en replay. Et je vous invite, je vous mettrai aussi le lien, donc ce que je vous décris là, tous les témoignages que vous entendez, tous les entretiens, les petits entretiens que vous entendez, qui se déroulent dans le cadre de la formation, donc la méthode pour lâcher votre charge mentale, tout ça, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire, de ce qu'on fait, des résultats qu'on obtient, du changement d'identité totale de la famille qu'on crée quand on fait le parcours de la méthode. Donc je vais vous donner le lien pour que vous puissiez aller découvrir la description de la méthode, mais ici vous faites l'expérience de ce qu'on vit quand on fait le parcours de la méthode. Je vous donne rendez-vous demain
Je vous donne, j'envoie le replay, le lien vers le replay par email et je vous dis ciao ciao, à demain.